Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Interview de dirigeants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un dirigeant engagé qui a décidé de faire du handicap non pas un sujet tabou, mais un levier de progrès collectif. Cédric Barbiero est le fondateur de DNA Conseil et Formation, une structure qui accompagne les entreprises, les collectivités et les institutions vers plus d'inclusion et d'accessibilité. Il est aussi président d'une association qui porte le même nom et le père d'une petite fille porteuse de trisomie 21. Avec lui, on va parler d'inclusion, d'innovation, de réalité virtuelle, d'entreprise, mais surtout et avant tout d'humain. Bonjour Cédric. Bonjour Maxime. On a oublié de dire qu'on était un petit peu amis dans la vie. Oh, il faut garder les secrets de la Et boutique. que cette interview va être un petit peu décomplexée, on va dire. Voilà, on va tout se dire, tout de suite. Bon Cédric, avant de commencer des questions sérieuses, on va commencer par une question. Pourquoi ce nom DNA ? Avant de créer cette société, j'ai d'abord commencé par créer une association qui s'appelle aussi DNA, qui signifie drôle de nom pour une association. Parce que pourquoi ne pas être différent jusque dans le nom, hein ? Très bien. Et à la suite de ça, pour être dans une espèce de logique et de continuité, c'est là où j'ai créé DNA Conseil et Formation, mais du coup plus orienté sur les entreprises et les collectivités, etc. Donc DNA, moi quand j'y pense, je pense à ADN. J'imagine que ça a un rapport avec l'ADN. J'ai fait un petit recherche. Je la fais J'ai pas à toi. googlisé. Oh là là. DNA, même. DNA. C'est un rapport, j'imagine. Oui, mais c'est ça, oui, il y a plusieurs clins d'œil dans le logo. Dans le logo, dans le sigle, etc. Et effectivement, c'est un clin d'œil avec ADN, DNA. Donc tu nous disais qu'il y avait une association et une entreprise. Pourquoi ce modèle avec deux types de structures ? Qu'est-ce que l'une apporte à l'autre et quelles sont les missions de chacune ? Sincèrement, je pense que les deux ont leur propre logique. C'est-à-dire que le monde associatif a quelque chose à apporter, mais plus sur une approche plus ludique, plus festive, de sensibiliser le grand public. Par exemple, avec quelqu'un que je connais très bien, qui organise des événements comme la plus grande raclette du monde. Ça permet en fait, grâce à ce type d'événement, au bénéfice de l'association, de venir parler de handicap dans des endroits complètement improbables. Enfin, je veux dire, blague à part, la plus grande raclette du monde, aller prendre 2 minutes pour parler à 2000 mecs qui viennent de faire la fête de handicap, bah, ils n'en auraient pas entendu parler autrement. Ouais, c'est totalement improbable, mais c'est utile. Voilà, donc des moments festifs, des événements, tout ça. Et l'entreprise, par contre, là, on est quand même beaucoup plus focus sur tout ce qui est professionnel, monde professionnel. Ok, moi je voudrais comprendre l'origine de tout ça, l'origine de ton investissement en faveur du handicap, que ce soit à la fois personnel et professionnel. Pourquoi un tel engagement ? Oula, ça remonte à il y a 9 ans. J'ai ma fille chérie qui s'appelle Lia, qui a 9 ans. Et en fait, donc, elle est née en 2016. Et comme j'ai l'habitude de dire, en fait, on avait deux choix devant nous. Soit on se roulait en boule et puis on pleurait en disant ah, c'est trop difficile. Voilà. Soit on en faisait un moteur dans notre vie et on a fait ce choix-là. Ce qui ne veut pas dire que l'autre choix est critiquable. C'est que parce que nous, on était dans un environnement comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à m'engager vraiment dans l'association Trisomie 21 Rhône. Ça a cheminé. J'ai découvert un monde de personnes formidables à qui on ne donnait pas la chance en fait de s'exprimer. Et j'ai dit on va gentiment changer le monde. Est-ce que tu te rappelles du moment où ça a basculé dans ta vie professionnelle, où tu t'es dit maintenant je vais changer de métier, parce que tu faisais pas du tout ce métier-là, et je vais créer cette entreprise pour ne faire que ça et passer ma vie à sensibiliser et à essayer de changer le monde comme tu le dis avec tes mots. En fait, je pense que je fais partie des effets collatéraux du Covid, où tout le monde disait qu'on va changer de vie, on va changer de monde et tout ça, et moi, je l'ai pris au pied de la lettre. Okay. Et je bossais pour une boîte américaine où ça passait ses journées à parler de chiffres, où on courait après le résultat, et chaque année, il fallait faire un peu plus, et je me sentais tellement de plus en plus déconnecté de tout ça, et très loin de valeurs, et en fait, l'avantage de ma fille, c'est qu'elle a su révéler en moi justement ces valeurs et qui sont aujourd'hui un formidable moteur. Et tout ce que j'ai pu avoir dans mon ancienne vie comme compétences acquises, je peux les exprimer aujourd'hui dans un monde qui n'a pas forcément cet angle de vue justement d'efficacité d'entreprise, on va dire. Justement, on va parler d'entreprise. Comment tu définirais aujourd'hui la situation du handicap en entreprise ? Qu'est-ce qui bloque en fait selon toi ? Alors, on va déjà être plus positif que ça. Depuis la loi de 2005, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. Aujourd'hui, moi, je suis pas là pour débloquer quelque chose parce que c'est les générations avant qui se sont vraiment battues. Moi, je suis là pour dédramatiser, décomplexer les gens sur la question des handicaps en entreprise, des aidants, on les oublie beaucoup. Parce que les aidants, c'est une vraie question dans les entreprises, et ça manque encore beaucoup de reconnaissance, pour le coup. Ça bloque pas, en fait, c'est une espèce de pudeur mal placée. Il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup de choses, qui n'osent pas communiquer dessus. Allez savoir pourquoi, ils vont parler d'écologie toute la journée alors qu'ils se différencient plus avec ça. Et par contre, le handicap qui est un super vecteur de recrutement et même pour les clients en termes d'image, marque employeur, etc. Allez savoir pourquoi ils osent pas. Et du coup, toi tu dis que tu veux déculpabiliser tout ça. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ben, respire un grand coup.
Mais concrètement, c'est simple, c'est donner des clés de compréhension. Moi, la première fois que je me suis retrouvé face à un public avec des handicaps différents, mais vraiment des lourds handicaps, j'ai été mal à l'aise. Mais il faut le dire, c'est pas, tu peux pas appréhender un sujet que tu ne connais pas comme ça de façon super naturelle. Il faut se décomplexer. Chaque catégorie de handicap, il y a des clés de compréhension à connaître. Moi, je demande pas aux gens de devenir des spécialistes. Par contre, ce que je demande aux entreprises, c'est de se rendre compte qu'ils passent à côté d'un super potentiel et d'un vivier de personnes qui veulent bosser et qui sont contentes de bosser. Petit message direct, il y a des gens qui veulent bosser et qui aiment bosser. Ok, c'est très clair. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a un chiffre à nous donner? On dit souvent il y a un pourcentage de la population qui est touchée par un handicap. Donc, par effet de ricochet, il y a un pourcentage de population qui est touchée par le handicap parce que ce sont des aidants. Tu as un chiffre comme ça qui pourrait être marquant? Alors, malheureusement, il y a beaucoup de sources avec des chiffres différents, mais ce qu'on peut sortir quand même, c'est que tu retrouves à peu près 10% de la population avec une reconnaissance administrative d'un handicap, minimum. Et c'est une reconnaissance administrative. Et c'est ce que les gens déclarent. Voilà. Donc, c'est des gens qui en ont conscience, qui ont fait la démarche d'eux. D'accord. Voilà. Tu peux monter à 15-20%. Après, selon que tu qualifies le handicap, si c'est lourd ou pas, entre guillemets. Là-dessus, donc 70 millions quasiment en France, donc tu imagines la proportion. Là-dessus, en fait, tu comptes à peu près 2 personnes par personne en situation de handicap qui aident. Donc, on peut considérer qu'au minimum, il y a 1 personne sur 6 en France qui est aidante. Aidante d'un enfant ou d'un descendant ou d'un ascendant. D'accord. Ok. Non, mais qui est touché par le handicap. Qui est touché par le handicap. Par contre, un point qui est important dans le handicap, c'est 10% de personnes. Si on prend juste ça, donc ça fait déjà 7 millions de personnes. Okay. Déjà. Tu as 80% de ces personnes qui sont porteuses d'un handicap invisible. On y vient juste après. Ah bah c'est formidable. Bah oui, parce qu'on a préparé l'interview. Ah bah c'est génial. On a des Quel professionnels. Je le sais. J'allais en parler. Pourquoi c'est important pour toi, justement, de parler de handicap invisible? Parce que on parle souvent, d'ailleurs, les pictogrammes pour parler de handicap représentent un fauteuil roulant. Donc, dans l'inconscient, je pense que être handicapé, c'est être en fauteuil roulant. Mais pourquoi, toi, tu fais un peu un combat pour parler des handicaps invisibles? En fait, au départ, comme je te l'ai dit, j'ai commencé par m'investir dans une association qui s'appelle Trisomie 21 Rhône. Pourquoi j'en suis sorti et que j'ai créé mon association? Parce que je me suis dit à un moment donné, ok, ma fille, elle est porteuse de trisomie 21, ça se voit. Mais est-ce que je dois me focaliser sur un handicap et ses spécificités ou me battre sur le tronc commun de tous les handicaps? Et c'est plutôt là-dessus. Et en fait, en avançant dans le sujet, je me suis rendu compte qu'on passait complètement à côté au quotidien du sujet des handicaps parce que statistiquement, si tu as 80%, tu as 8 personnes sur 10 donc, qui sont porteuses d'un handicap avec un handicap invisible. Ça veut dire que statistiquement, dans ta vie quotidienne, quand tu vas dans la rue, tu vas chez le boulanger, tu vas n'importe où, tu croises forcément une personne qui a un handicap. Et tu vois, au-delà de ça, je me dis, si on se bat pour tout le monde, forcément, par ricochet, ça va servir à ma fille. C'est une démarche égoïste, à la base. Mais à travers ma fille, je veux pouvoir rayonner sur un maximum de personnes. Et sincèrement, vraiment, c'est un beau sujet. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde et qui dit que il a peur de mal faire pour s'intéresser au handicap et justement à l'inclusion, ou qui se dirait mais c'est pas mon rôle finalement de m'occuper de ça? Sans être un oiseau de mauvaise augure, vous serez concerné. Un jour dans votre vie, vous serez concerné. Par le handicap, par le fait d'être aidant et tout ça. Donc, faites pas comme moi. Attendez pas que ça vous tombe dessus. Intéressez-vous au sujet avant, parce que vous y aurez droit. C'est obligatoire, ok? Ça, c'est déjà la première chose. C'est pas votre rôle, c'est le rôle de tout le monde. Mais c'est le rôle de tout le monde et personne finalement. Parce que demain, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'y fasse même plus attention parce que ça sera plus un sujet et ça sera complètement intégré dans la société. Donc, ce que je lui conseillerais, c'est cherche pas des fausses excuses. T'inquiète pas, tu sais pas faire, mais c'est pas parce que tu sais pas faire qu'il faut pas faire. Fais-toi accompagner, entourer, et d'entreprise très bien qui s'appelle DNA Conseil et Formation. Ça tombe bien, transition magnifique. DNA propose plein de choses pour accompagner justement dans cette démarche-là. Donc de la formation, du coaching, même de la réalité virtuelle, des audits, des team building, tout un tas de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu interviens dans les entreprises? Déjà, il faut voir que l'offre, si tu vas dans une entreprise en leur disant... Là, ne vous inquiétez pas, sur les 3 prochaines années, je m'occupe de votre cas et votre politique handicap, c'est ma politique. Bon, non, ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, faut qu'on mette le pied dans la porte, quoi. Ça, c'est mon ancienne vie commerciale. Voilà. Donc, le premier élément, c'est de dire, il faut créer l'effet waouh. L'effet waouh, tu le crées comment? Avec des ateliers de réalité virtuelle, en partenariat avec une autre entreprise. Parce que je ne peux pas concentrer toutes les compétences. Bien sûr. Voilà. Alors ça, concrètement, on peut peut-être la citer parce que c'est important. C'est ce que j'allais faire. Super, on y va. Ça tombe bien. C'est fou. C'est formidable. Finalement. Donc ce partenaire s'appelle Secutop.
Et c'est avec lui, donc on développe cet atelier de réalité virtuelle pour sensibiliser au handicap invisible. En ayant, parce que je l'ai testé, un casque de réalité virtuelle pour te mettre à la place d'une personne en situation de handicap, c'est hyper bien fait, c'est assez novateur. Non mais j'en parle parce que ça m'a un peu marqué, voilà. Cool, l'effet waouh. Waouh. Ouais. Non mais c'est Non exactement mais ce qu'on c'est cherche. vrai, c'est vrai, c'est ça. Les gens sortent pas indemnes. Non mais moi ça franchement j'en parle parce que c'est quelque chose qui est important. Donc réalité virtuelle pour te mettre à la place d'un aidant ou d'une personne en situation de handicap. Exactement. Ensuite, Des conférences. oui. Il y a un petit twist où en général ça commence par un apport pédagogique. On est tous pareils, quand on prend des chiffres plein la tête, on a le même ressenti. Je fais en sorte qu'il y ait un petit twist qui permette de capter les gens. Voilà. Et donc le team building RSE dont tu parlais aussi. Et ce team building RSE, justement, notamment, en partenariat très étroit aussi avec un autre partenaire qui s'appelle Coïncidence, que tu connais ? Un petit peu. Voilà. Donc l'idée c'est de dire, on vous propose un team building un peu différent pour allier un peu l'utile à l'agréable et dire on va se marrer, mais on va apprendre des choses. Et en plus ça sert pour la politique RSE. C'est une sorte de petit écosystème bien pensé pour que tout le monde soit content, quoi. C'est ça un peu ça l'idée. Bah c'est ça, parce qu'en fait, on te dit handicap, c'est forcément quelque chose de péjoratif et triste. Mmh. Je dis pas que c'est tout facile Bien et sûr. tout, hein. Mais quand on le met dans le cadre d'un team building RSE, tu sais, le cerveau, il est ainsi fait, hein. Il retient que le positif, hein. Bien sûr. Donc, ce qu'on veut faire avec ces team building RSE, c'est apporter quelque chose de positif. On se marre, et on se marre sous un angle différent. On peut peut-être dévoiler. On a participé ensemble à des activités où on s'est marré, et pourtant on était en situation de On était handicap. en fauteuil roulant, on s'est rentré dedans, c'était rigolo. Enfin moi ça m'a fait Ouais, mais ça te marrer. fait voir la vie différente. C'est ça. Et tu te dis ok, j'ai compris. Et puis bon, quand tu utilises un fauteuil roulant, tu vois qu'il faut des bras, quoi. Ouais, exactement. En préparant l'interview, Cédric, j'ai Oui. vu que DNA Conseil et Formation proposait un référent handicap externalisé. Oui. Tu peux nous expliquer un peu le concept ? Donc, référent externalisé, c'est très simple. En fait, tu as une obligation d'avoir, dans certaines entreprises d'une certaine taille, d'avoir un référent en interne. On oublie qu'il y a des entreprises qui sont, ou même des mairies, hein, qui sont de taille beaucoup plus modeste et qui ont besoin de conseils et qui n'ont pas forcément les moyens d'employer un référent. D'accord. Donc moi, humblement, ce que je propose, c'est d'être une espèce de guichet unique parce que j'ai la chance, que ce soit par l'association ou par mes relations professionnelles, d'avoir un réseau hyper dense. Je ne peux pas tout savoir. Bien sûr. Par contre, j'ai des gens formidables autour de moi. Voilà. Tu peux donc assurer ces fonctions via ton réseau, tes connaissances, etc. Voilà. On met en place soit des créneaux téléphone, mail, voilà. Si je te demande de nous partager une expérience qui t'a marqué en tant qu'homme de terrain dans ton travail avec DNA, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? 2 conférences. Une première, encore une fois, devant des gens, pour moi c'était improbable. Je me suis retrouvé au musée des Confluences à faire une conférence devant qui avait une centaine de personnes qui faisaient partie du réseau des opticiens mobiles. Donc c'est grâce à 2 amis, Maxime Balouza et Jérôme Marzac, que j'ai pu intervenir. C'était vraiment particulier parce que justement j'abordais des personnes que j'aurais jamais croisées autrement et on a parlé de handicap. Mais sous un angle différent. Encore une fois, il y a eu le petit côté twist. Le deuxième, c'est un retour en arrière quelque part pour moi, parce que dans mon ancienne vie professionnelle, j'étais dans les matériaux de construction. Un ancien client, oui, le groupe Samsé, m'a invité à intervenir à un séminaire régional pour faire une conférence devant 200 personnes. J'ai trouvé ça formidable de pouvoir faire matcher l'ancienne vie avec la nouvelle et de pouvoir apporter quelque chose. Tu dis que ça te marque, mais c'est quoi l'émotion que tu ressens quand tu présentes une conférence devant 100 personnes ? En 2 temps, de la gêne. Parce que je me dis, mais les mecs, je suis en train de leur envoyer plein de messages, des chiffres et tout ça. Et j'essaie de pas faire de la morale, quoi. Enfin, c'est pas le but. Mais bon, t'es obligé de donner des chiffres, mettre des circonstances. Et puis, en fait, je jalonne tout le long de la présentation avec des petites anecdotes. Tu peux pas les comprendre avant la fin. Et à la fin, je passe à un twist. Bon, je vais le dévoiler. Je parle un peu de ma fille. Bien sûr. Hein. Et là, c'est la deuxième émotion. Et je peux te dire que plus d'une fois, j'ai retenu mes larmes. Parce que là, je mets tout sur la table. En fait, le but du jeu, je suis pas meilleur qu'un autre, je suis spécialiste de rien. Moi. Par contre, je suis peut-être docteur en bon sens. Et à un moment tu le vis, quoi. Mais je le vis, mais je peux te dire que quand je fais une intervention, faut que je ressorte complètement lessivé parce que je veux tout mettre sur la table et que les gens, ils se rendent compte, mais combien c'est une... Enfin, ma meilleure vie, elle est maintenant, quoi. C'est ça la clé d'une bonne conférence. C'est quand tu poses ta vie et ton courage sur la table et que tu ressors vidé. Je vais te faire un petit parallèle, toute proportion gardée. J'ai vu une interview de Freddie Mercury qui disait que en fait, ça servait à rien un groupe de rock qui venait sur scène et puis qui jouait sa partition et puis qui se barrait. Qu'il fallait vivre, qu'il fallait partager, qu'il fallait échanger et qu'il fallait en ressortir, mais ruiné. Okay. Et là, on avait fait le boulot. Et ça m'est toujours resté, pour mes petites conférences, moi je veux être ruiné à la fin.
Si je le suis La pas, c'est que j'ai pas rockstar fait du le job. handicap, en fait. Ah, putain, ça serait trop bien ça. La rockstar du Ouais. handicap. Punk rock T'arrives, plutôt. t'es vidé, exactement. Pour faire très simple, qui sont tes clients? Quelle est ta cible de clients? À qui tu t'adresses quand tu vends tes accompagnements? Quand on parle de TPE, PME, les dirigeants directement, hein, forcément. Quand c'est des tailles un peu plus conséquentes, des DRH. D'accord. DRH, c'est souvent un sujet pour ces personnes-là. Les mairies, ça peut être... Les collectivités en général. Ouais, toutes Il y les a collectivités. des sujets là. Ouais. On a de la chance en Auvergne-Rhône-Alpes quand même d'avoir une délégation sur le handicap, ce qui n'est pas une compétence région normalement, qui est hyper dynamique et vraiment le sujet du handicap dans la région, ça Il le ça prend à bras le booste. corps. Ah ouais. Très bien. Dans 5 ans, où sera DNA Conseil Formation? Alors sans tout dévoiler, mais moi j'aimerais vraiment être au centre d'un réseau qui se constitue déjà aujourd'hui avec des entreprises de droit commun qui font du business, mais du business responsable et humain. Éthique, voilà, très bien. Et qui continuent elles-mêmes à essaimer et à continuer de créer ce réseau. Et c'est comme ça que dans 5 ans, on arrivera vraiment à une société beaucoup plus inclusive. C'est quoi ton rêve le plus fou pour la société, le handicap en général ou DNA? Un rêve que tu pourrais nous avouer là? Qu'on ait plus besoin de nous, mec. Que ce soit normal. Moi, dans le projet, dans 10 ans... parce que tu m'as demandé dans 5 ans, mais dans 10 ans, c'est que ma fille est top à la porte d'une entreprise, qu'on lui demande juste son CV, c'est tout. En Tu penses que c'est possible? tout cas, on n'est pas à l'abri d'y arriver. Ok, en tout cas, tu te donnes les moyens. On fait en sorte. De quoi tu es le plus fier dans ton parcours? Ma fille. C'est tellement le combustible à tout que je peux pas te dire autre chose. Et Ma dans fille. ton parcours professionnel? Aujourd'hui, d'avoir créé DNA Conseiller Formation. J'ai adoré mon ancienne vie, mais c'est sans commune mesure, quoi. Ok. Et dans mon parcours professionnel, c'est aussi des rencontres, je veux dire, avec toi, avec d'autres, sans les citer, monsieur JP Barrette, Bonsoir. directeur président général de Sécu-Top et Chazet d'Azergue. Voilà. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs. Très belle personne. Oui, et puis d'autres amis avec qui on travaille sur des sujets spécifiques comme Lionel et Spiral. Enfin voilà. Mais en fait, je suis entouré de gens formidables, mais là, c'est vraiment le noyau, quoi. Ok. Voilà. Pour terminer, avant de dire où on peut te retrouver et comment on peut te contacter, parce qu'on est aussi là pour ça, sur cette caméra, je vais te demander en une phrase ou deux, très court, de t'adresser à un dirigeant qui hésite à s'engager sur le handicap. Bonjour, eh ben écoutez, ça va être même plus court que 2 phrases. Si jamais vous vous posez la question, vous posez plus de questions et appelez-moi directement parce que je pense que j'aurai la réponse. Un collaborateur qui doute de sa légitimité à en parler. Tout le monde est légitime à en parler. Mais alors, tout le monde. Toujours pareil, si vous avez besoin de tips pour avoir les clés pour aborder le sujet de façon à vous mettre plus à l'aise, n'hésitez pas à m'en parler. Une famille qui vit avec le handicap au quotidien. Vous n'êtes pas seul. Il y a un tissu associatif qui existe, des personnes bien meilleures que moi qui existent aussi. Et moi, je suis au milieu de tout ça. Et en tout cas, je suis pas avare en coup de main. Donc, n'hésitez pas et contactez-nous, moi ou tout le monde. Merci pour ce bel échange, riche, inspirant, vrai. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ici. Déjà, il est tout le temps forêt là. Donc, si jamais, voilà, Oulin, Agence Coïncidence, vous devriez le tomber sur lui. Non, mais il y a pas, on peut te retrouver. Comment on peut te suivre, te contacter et si on a des choses à faire ensemble? Sur DNA Conseil et Formation, principalement LinkedIn, des fois sur mon profil perso sur Facebook et Insta. Cédric Barbiro avec un O. Pour l'association, pour le coup, j'ai des pages dédiées sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. DNA Association. DNA Association. Ok. Voilà, et vous pouvez me retrouver même sur le site internet dna-formation au pluriel.fr. Merci beaucoup. Le mot de la Merci à fin? toi. Vive la vie. C'est beau. Ouais. Merci pour cet échange. J'espère que ce sera très fructueux pour toi, mais je n'en doute pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était passionnant. Je suis sûr que ça l'a été pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo, à la repartager, parce que si elle a servi ne serait-ce qu'à une seule personne à changer son regard sur le handicap, c'est déjà une belle victoire pour moi. À très bientôt.